Et si tout ce qu'on dit sur le Mali n'était qu'un mensonge parfaitement huilé? Imaginez une Afrique dont l'image, la stabilité et même le futur seraient écrits non par ses propres voix, mais par celles qui la regardent de loin. Depuis plusieurs mois, le Mali est plongé au cœur d'une tempête médiatique sans précédent. Les médias français accusés de manipuler l'information ont été bannis. Pourquoi? Parce que leurs récits ne correspondaient non plus à la réalité vécue par les Maliens. D'après les grandes chaînes occidentales, le Mali serait à deux doigts de l'effondrement, paralysé par des groupes armés incapables de protéger ses habitants. On évoque des villes assiégées, une économie en ruine, un État lâchant prise. Mais sur le terrain, la réalité c'est tout autre. Les autorités maliennes, épaulées par des alliés africains et russes, ont surpris tout le monde par leur efficacité. L'ordre renaît, là où l'on annonçait le chaos. Prenons l'exemple de la ville de Mopti. En mars de cette année, les médias internationaux annonçaient sa prise imminente par des forces armées irrégulières. Pourtant, grâce à une mobilisation exceptionnelle de la population locale, épaulée par les forces de l'ordre, la ville a résisté. Des comités de vigilance ont été créés dans chaque quartier. Les habitants ont relayé eux-mêmes l'information sur la situation réelle dans la ville, contredisant les récits alarmistes venus de l'extérieur. Comment expliquer alors un tel décalage entre ce que l'on voit dans les journaux et ce que vivent les Maliens? Derrière cette bataille médiatique se cache une question brûlante. Qui détient le pouvoir de raconter l'Afrique et dans quel but? Car chaque mot, chaque image, chaque analyse façonne la vision du continent. Et si le vrai combat n'était pas contre le terrorisme, mais pour le contrôle de l'information, et donc des ressources et de la souveraineté africaine, ce phénomène n'est pas nouveau. Rappelons-nous la guerre du Biafra à la fin des années 1960. Là aussi, le récit international a été façonné par des intérêts extérieurs, souvent au détriment de la réalité vécue par les populations locales. Des images de famine et de détresse ont choqué le monde, mais peu de médias occidentaux ont expliqué les causes profondes du conflit, ni donné la parole aux Biafrais eux-mêmes. Aujourd'hui, le Mali dérange, parce qu'il refuse dorénavant de laisser d'autres écrire son histoire. En reprenant la main sur sa crise sécuritaire, en révélant les arrière-pensées de certaines campagnes médiatiques, Bamako prouve que l'Afrique peut se défendre et se raconter elle-même. Mais l'enjeu reste colossal. Tant que le récit dominant n'est pas remis en cause, le continent demeure vulnérable à l'ingérence, piégé par des regards biaisés au service d'intérêts étrangers. Croire sur parole la version officielle, c'est risquer de voir l'Afrique dépossédée de ses ressources, de sa réputation et même de son avenir. Pour comprendre cette guerre de l'information, il faut revenir sur les événements qui ont mis le feu aux poudres. Comment le Mali en est-il arrivé à affronter l'une des plus grandes puissances médiatiques du monde? Derrière chaque crise africaine, il y a une vérité dérangeante qu'on préfère souvent étouffer. Depuis l'indépendance de nombreux pays, les anciens colonisateurs ont continué à entretenir une présence forte, aussi bien militaire, politique qu'économique. Lorsque la République démocratique du Congo a voulu nationaliser ses mines de cuivre dans les années 1970, une campagne médiatique internationale d'envergure a présenté ce geste comme une folie menaçant l'équilibre du pays. Pourtant, il s'agissait en réalité d'un acte de souveraineté économique. Regardons les faits. Il y a un peu plus de 12 années, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, lançait son intervention armée en Libye. Sous prétexte d'apporter la démocratie, elle a renversé Mouammar Kadhafi. Mais ce bouleversement a ouvert une boîte de Pandore. Soudain, des milliers d'armes et de combattants franchissent les frontières poreuses du Sahel, disséminant l'instabilité comme un poison. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, partout, la crise se propage. Les groupes armés prolifèrent, alimentés par les arsenaux libyens et la fragilité des gouvernements locaux. Les puissances occidentales interviennent à leur tour, brandissant la lutte contre le terrorisme comme bannière. La France, suivie de ses alliés, déploie des soldats sur le terrain, promettant une victoire rapide. Année après année, les discours officiels promettent le retour à la paix. Pourtant, la réalité s'aggrave, l'insécurité gagne du terrain, la société se fragmente et la méfiance envers les acteurs étrangers s'intensifie. Les opérations Serval puis Barkhane, d'abord saluées, deviennent le symbole d'un enlisement sans fin. Prenons un exemple concret. En 2015, alors que la force Barkhane est en plein déploiement, des attaques coordonnées frappent le nord et le centre du Mali. Malgré une présence militaire étrangère massive, les groupes armés gagnent du terrain. Cela rappelle les cas de l'Afghanistan ou de l'Irak, où des interventions étrangères, initialement présentées comme libératrices, se sont enlisées dans des conflits sans issue,
remettant en cause l'efficacité réelle de ces stratégies. Pourquoi ce cercle infernal ? Derrière les paroles sur la sécurité, un enjeu bien plus palpable se dessine, le contrôle des ressources. L'or du Mali, l'uranium du Niger, le gaz, le pétrole, toutes ces richesses attisent les convoitises. Pour Paris, pour Washington, pour les multinationales, ces ressources sont vitales. La sécurité n'est souvent qu'un prétexte. La véritable lutte est celle de l'influence et du pouvoir économique. Contrôler le récit, c'est dissimuler ses intérêts. En présentant l'Afrique comme incapable de se gérer, en exagérant la menace terroriste, on justifie une présence militaire permanente et on perpétue la dépendance. Le prix à payer ? Des millions de vies bouleversées, des sociétés fragilisées, une souveraineté sans cesse contestée. Fermer les yeux sur ce contexte, c'est accepter la spirale du chaos et de la dépendance. Pour comprendre la situation actuelle au Mali, il faut revenir à ses choix, à ses interventions, à cette histoire écrite par d'autres. Mais alors, que s'est-il réellement passé lors du fameux blocus dont parlent tant les médias occidentaux ? La version officielle évoque une crise humanitaire majeure, mais la réalité sur le terrain raconte une toute autre histoire. Pour la première fois, ce sont les Maliens eux-mêmes qui ont repris la main. Pourquoi le récit international sur la crise au Mali s'écarte-t-il autant de la réalité du terrain ? Comment expliquer ce fossé entre l'image d'un pays à l'agonie, martelé dans les médias occidentaux, et la situation vécue par les Maliens eux-mêmes ? Dans la presse occidentale, la pénurie de carburant est décrite comme une catastrophe nationale, orchestrée par des groupes djihadistes qui auraient plongé tout le Mali dans la paralysie et la détresse. Les gros titres évoquent une économie asphyxiée, des écoles fermées, des hôpitaux privés de ressources vitales. La menace d'un effondrement total est présentée comme imminente, chaque détail venant renforcer l'urgence et l'impuissance de l'État malien. Pourtant, sur place, la version officielle diffère du tout au tout. Les autorités maliennes parlent non d'un blocage généralisé, mais d'actes de sabotage ciblés menés par des cellules armées précises. Loin d'être dépassé, le gouvernement a réagi en moins de 24 heures. Les forces armées maliennes ont lancé des opérations d'envergure, frappes aériennes, libération d'otages, escorte de convois stratégiques, rétablissement progressif des circuits d'approvisionnement. Un tel succès n'est pas un miracle. Il provient d'une coordination solide entre le Mali, ses alliés africains et l'appui logistique et technique de la Russie. Cette alliance a permis de restaurer la sécurité là où les groupes armés pensaient m'en frapper durablement. Les convois humanitaires ont circulé, les infrastructures clés ont été sécurisées et la population a été soutenue, malgré la gravité des attaques. Prenons le cas de la région de Gao. Lorsque le sabotage d'un dépôt pétrolier a provoqué une rupture d'approvisionnement, l'armée malienne, en partenariat avec des techniciens russes, a réparé les installations en moins de 3 jours. Les habitants, qui craignaient un chaos durable, ont témoigné d'un retour rapide à la normale. Des témoignages recueillis par des journalistes locaux confirment que la panique décrite par les médias internationaux était largement exagérée. Mais ces nuances disparaissent systématiquement des récits occidentaux. Nulle mention de l'aide extérieure reçue par certains groupes armés, ni du rôle de la désinformation internationale. La narrative dominante gomme toute implication étrangère, préférant insister sur l'impuissance supposée du Mali. Cette omission alimente une perception de chaos permanent et prépare l'opinion à l'idée d'une intervention étrangère indispensable. Le danger est immense. Si le Mali ne parvient pas à imposer sa propre lecture des faits, il risque un isolement diplomatique croissant et une remise en cause de sa souveraineté. Puis encore, la perte du contrôle narratif pourrait ouvrir la voie à une nouvelle mainmise extérieure sur ses ressources stratégiques sous prétexte de gestion de crise internationale. Derrière ces luttes d'information, ce sont bien des enjeux géopolitiques et économiques majeurs qui se jouent bien au-delà des frontières du Mali. Mais pourquoi ce récit unique persiste-t-il ? Pour comprendre, il faut remonter aux origines de la crise et décrypter les intérêts qui se cachent derrière la fabrique du consentement international. Le vrai combat est désormais limpide, souveraineté africaine ou perpétuation d'une dépendance stratégique. Cette interrogation brûle au cœur de l'actualité, donnant une nouvelle gravité à chaque attaque, chaque tractation politique. Derrière les événements, ce sont l'autonomie et la dignité du Mali qui se jouent. Un constat glaçant s'impose. Le groupe JNM ne veut plus renverser le pouvoir, mais s'attaque aux fondements économiques du pays. Mines, usines, infrastructures civiles deviennent les nouveaux champs de bataille. Cette tactique vise à étrangler la croissance, à plonger la population dans la précarité et à priver la jeunesse de toute perspective. La guerre ne porte plus sur le territoire, mais sur l'avenir économique même du Mali. Ce virage n'est pas fortuit.
Il survient au moment précis où Bamako et Moscou officialisent des accords clés dans l'énergie et les mines. À peine ces partenariats signés, les assauts contre les sites miniers et énergétiques se multiplient. Impossible d'ignorer la concordance. Saboter l'indépendance économique malienne semble servir des intérêts extérieurs, inquiets de perdre leur mainmise. Dans ce climat tendu, une évolution majeure bouleverse la géopolitique régionale. La naissance de l'Alliance des États du Sahel, réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette coalition militaire et politique rejette toute tutelle occidentale. Désormais, ces trois nations coordonnent leur défense, mutualisent leurs ressources, parlent d'une seule voix. Pour la première fois, depuis des décennies, une dynamique d'autonomie régionale émerge, portée par la volonté de rompre définitivement avec la domination extérieure. Un parallèle peut être fait avec l'histoire de l'Asie du Sud-Est dans les années 1950. Face à la domination coloniale occidentale, l'Indonésie, la Malaisie et la Birmanie se sont progressivement regroupées pour défendre leur souveraineté. Aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel s'inspire de ces modèles en créant des institutions communes et en lançant des projets d'infrastructures transfrontaliers, comme la construction d'un réseau ferroviaire reliant Bamako à Niamey et Ouagadougou. Le Mali devient un exemple. D'autres pays africains observent, s'interrogent, commencent à remettre en cause les récits imposés. Le tabou était brisé. Reprendre le contrôle de son récit, de sa sécurité et de ses ressources n'est plus un rêve inaccessible. Ce mouvement encourage la région à repenser ses alliances et à réaffirmer sa souveraineté. Mais ce réveil s'accompagne d'un immense danger. Les puissances étrangères, voyant leur influence s'éroder, pourraient intensifier sabotage, désinformation, pression économique, voire soutenir l'instabilité. Si ces manœuvres réussissent, c'est toute la région qui serait à nouveau dépossédée. Jeunesse sacrifiée, richesses confisquées, futurs compromis. Dans cette lutte feutrée, la vigilance est cruciale. L'Afrique joue sa sécurité, mais surtout son droit inaliénable à choisir sa voie. Face à la guerre de l'information, quelles leçons retenir pour préserver l'avenir du continent ? Mais comment ce récit dominant a-t-il pu s'imposer si facilement ? Pour comprendre, il faut remonter à la mécanique de la désinformation et à ceux qui en tirent parent profit. La vérité doit-elle toujours venir d'ailleurs ? Ou l'Afrique peut-elle enfin écrire son propre destin ? Aujourd'hui, la bataille ne se joue plus seulement avec des armes ou des sanctions. Elle se livre sur un autre front, celui du récit. Car celui qui raconte l'histoire détient le pouvoir. Tant que le continent laisse d'autres voix définir ce qu'il est, il demeure vulnérable, dépendant, manipulable. L'exemple du Mali en est la preuve. Face à une offensive médiatique occidentale, le gouvernement malien a pris une décision inédite et forte, suspendre les médias français accusés de désinformation. Avec l'appui de ses voisins de l'Alliance des États du Sahel, il a mené une résistance diplomatique et informationnelle pour imposer sa version des faits. Derrière ces choix courageux, il y a la volonté de reprendre la maîtrise de l'image et du discours. Quand la réputation d'un pays est modelée par des récits extérieurs, les conséquences sont lourdes. Chantage à l'aide, conditionnalité, intervention imposée, parfois humiliation publique. Pour illustrer cela, souvenons-nous de la crise ivoirienne de 2010. Les médias internationaux ont largement soutenu un camp, influençant les décisions de l'Organisation des Nations Unies et des puissances occidentales. Conséquence, l'intervention militaire a été justifiée par une vision extérieure, marginalisant la voix des Ivoiriens eux-mêmes. L'Afrique ne peut plus se permettre que la désinformation serve d'alibi pour lui dicter des décisions contraires à ses intérêts. Si elle ne tire pas les leçons du Mali, elle restera prisonnière de récits toxiques. Chaque fake news acceptée sans réponse fragilise la souveraineté et l'avenir économique du continent. Que faire alors ? Il faut investir massivement dans des médias africains indépendants, capables de mener des enquêtes rigoureuses et de parler d'une seule voix. Il s'agit aussi de renforcer les alliances régionales, partager les ressources, coordonner les stratégies de communication, créer des plateformes panafricaines pour porter une vision commune. Enfin, il faut former une nouvelle génération de journalistes et communicants prêts à défendre les intérêts africains face à la pression extérieure. Imaginons un scénario concret. Un consortium de médias africains lance une chaîne d'information en continu, diffusant en plusieurs langues régionales. Cette chaîne emploie des reporters locaux formés à l'investigation, qui travaillent main dans la main avec des correspondants internationaux pour vérifier chaque information. Elle dispose également d'un service de fact-checking capable de démonter rapidement les intox et les fausses nouvelles relayées sur les réseaux sociaux.
Parallèlement, les universités africaines pourraient proposer des cursus spécialisés en journalisme d'investigation et en communication stratégique adaptés aux réalités du continent. Des partenariats avec des écoles de journalisme d'Amérique latine ou d'Asie permettraient d'échanger des bonnes pratiques et de bâtir un réseau mondial de journalistes engagés pour la souveraineté de leur pays. La route sera longue et semée d'embûches. Mais l'Afrique possède aujourd'hui toutes les clés pour écrire son histoire, affirmer sa dignité et prendre en main sa destinée. La Renaissance ne viendra pas d'ailleurs. Elle commence ici, maintenant. Mais si la bataille de l'information se durcit, les adversaires du continent ne reculent devant rien. Une nouvelle menace, plus insidieuse encore, se profile à l'horizon. La montée des deepfakes, ces vidéos truquées capables de tromper même les experts, représente un nouveau défi. Imaginons une vidéo falsifiée montrant de prétendus leaders africains appelant à la violence. En quelques heures, elle peut se répandre, provoquer des troubles et servir de prétexte à des interventions extérieures. Pour éviter ce piège, il est urgent de former des spécialistes en cybersécurité et en analyse des images afin de détecter et dénoncer ces manipulations. L'Afrique n'a jamais eu aussi grand besoin de voix qui refusent le mensonge. Chaque silence, chaque hésitation à dénoncer la manipulation ajoute une pierre à l'édifice du problème. Face à la désinformation, se taire revient à accepter que l'Afrique soit effacée de la scène internationale et que d'autres écrivent notre histoire à notre place. La situation du Mali prouve que la souveraineté ne se négocie pas sous la pression extérieure. Malgré d'innombrables obstacles et campagnes de dénigrement, les Maliens et leurs alliés africains et russes ont montré qu'ils peuvent défendre leurs terres, protéger leurs ressources et rétablir l'ordre là où beaucoup annoncèrent le chaos. Mais la bataille la plus décisive se joue ailleurs, dans la guerre des récits. Quand certains affirment que l'Afrique est condamnée à l'échec, à la division et à l'impuissance, il faut opposer les faits, la vigilance et la solidarité. Ce n'est pas seulement l'avenir du Mali, mais la dignité de tout un continent qui est en jeu. Notre responsabilité est immense. Questionner les récits dominants, c'est défendre l'indépendance, l'économie et surtout l'unité africaine face à ceux qui cherchent à nous diviser. Il ne s'agit pas de sombrer dans la victimisation, ni de diaboliser l'Occident, mais de reprendre la main sur notre propre histoire avec lucidité et rigueur. Dans cette ère où la vérité devient une arme, chaque voix compte. Refuser l'intoxication, c'est protéger l'avenir. Refuser l'oubli, c'est bâtir une mémoire collective et nourrir l'espoir des générations futures. À ceux qui nous écoutent, à ceux qui doutent, à ceux qui veulent comprendre, ne cédez pas à la facilité du prêt-à-penser. Soyez exigeants sur les sources, questionnez les intentions et tissez des liens de solidarité panafricaine qui dépassent les discours. C'est ensemble et uniquement ensemble que l'Afrique pourra écrire sa propre histoire, construire sa souveraineté et obtenir le respect qu'elle mérite. Le choix est entre nos mains, subir encore l'injustice d'un récit imposé ou reprendre activement possession de notre vérité. Voici venu le temps de refermer la parenthèse de la dépendance narrative, car la vraie victoire n'est pas seulement militaire ou économique, elle est celle du droit de raconter notre propre réalité. Si le Mali y parvient, alors l'Afrique tout entière pourra espérer bâtir un avenir digne, solide et respecté.